La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis aujourd'hui pour la deuxième fois avec Malik Ralab, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle, pour parler d'une part des succès de l'intelligence artificielle qui dépassent les attentes. Nous en avons beaucoup parlé la semaine dernière. Mais inversement, pour parler aussi des risques. Il y a des risques avec l'intelligence artificielle de divers types. Et je crois que je vais tout de suite passer la parole à Malik pour qu'il nous explique les divers types de problèmes qui peuvent se poser actuellement avec l'intelligence artificielle. Alors, de façon relativement simplifiée, je dirais qu'il y a 3 types de risques. Il y a les dysfonctionnements, il y a les vulnérabilités à des usages malveillants, à des attaques, et il y a ce qu'on appelle des risques systémiques. Les 2 premiers types de risques, les dysfonctionnements et les vulnérabilités, sont présents pour n'importe quel système artificiel, pour n'importe quel artefact, pour n'importe quelle industrie, un médicament, etc. Tel système dans un avion peut tomber en panne, etc. Donc, relativement aux dysfonctionnements, de même que relativement aux vulnérabilités, la société dispose d'un certain nombre de mécanismes. Par exemple, un avion doit être certifié de pouvoir prendre des passagers, sinon il ne prendrait pas des passagers. Il se trouve qu'on n'a rien de semblable. On n'a pas de règles a priori. On commence à en mettre un petit peu a posteriori, mais on n'a pas de règles a priori. C'est lié au fait qu'il y a une traduction en informatique qui fait qu'il n'est pas considéré comme potentiellement risqué pour la société, sauf que maintenant, on voit quels sont ces risques. Jusqu'à présent, les industriels distribuaient des logiciels et des matériels, et puis on regardait en fonction des usages quelles étaient les pannes possibles, on les améliorait, etc. Mais il n'y a toujours pas de processus de certification a priori comme pour un médicament, un avion ou une voiture. La machine fait des erreurs, toutes sortes de pannes qui peuvent se produire. Il y a les biais qui sont dus au fait que c'est un processus qui apprend sur un corpus de connaissances que personne n'a vérifié, qui est énorme, qui est plein de biais. Et que ces biais sont retraduits dans les réponses de la machine, dans les aides à la décision qu'elle nous propose. Alors là, c'est l'humain quand même, parce que ce qui est donné à la machine comme texte et tout ça, c'est l'humain au départ. Absolument, c'est l'humain. D'ailleurs, on sait mesurer ces biais. Et le fait de mesurer les biais permet de mesurer quel est le biais des textes qui ont été donnés à la machine. Quand on veut voir quel est le niveau de biais, par exemple, au début du XXe siècle, par rapport à des questions de genre, on entraîne la machine et on mesure ces biais sur des articles de presse du début du XXe siècle et sur des articles de presse du début du XXIe siècle, et on regarde comment les biais ont évolué. C'est assez amusant qu'on mesure nos biais à travers ce que la machine peut apprendre de nos textes. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et ensuite, il y a le fait que si on confie beaucoup de responsabilités ou des responsabilités à une machine qui est sujette à des dysfonctionnements, on va en perdre le contrôle, et cela d'autant plus probablement que ces capacités de cette machine est élevée. Plus un système est complexe, plus son contrôle est difficile. On voit vraiment une correspondance assez claire que les capacités de contrôle diminuent avec la complexité du système. Et on est face à des systèmes qui sont d'autant plus complexes qu'on ne les comprend pas finement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. Donc, les risques de perte de contrôle sont significatifs si on laisse la machine sans supervision humaine sur des actions et des responsabilités de prise en charge d'actions, en particulier dans l'IA agentique. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on peut se dire, là, il faut faire attention, il ne faut pas croire ce qu'a donné la machine? Ou bien est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Oui, on peut parfaitement s'en rendre compte. Il y a des fois, on ne s'en rend pas compte. Il y a des fois, on peut s'appuyer sur la naïveté de l'utilisateur. Oui. Mais on peut aussi mettre en œuvre un certain nombre de procédures pour éviter ou réduire l'impact, pallier à ces dysfonctionnements. Le deuxième type de risque, c'est les vulnérabilités aux usages malveillants. Alors, on parle beaucoup des faux réalisés grâce à l'IA. Faire des fausses images d'une personne qui est dans un contexte complètement différent. On a vu le président Macron faire le coup de poing face aux forces de l'ordre avec des faux de ce type et des choses moins amusantes que cela. Il y a la vulnérabilité à un usage malveillant pour faire de la manipulation. En particulier,
sur des questions politiques. Manipuler des personnes, ça a été largement illustré dans un cas des élections Brexit, mais pas simplement pour le Brexit, la première élection de Trump. Aujourd'hui, l'usage de l'IA pour les élections se répand. Il y a eu des articles récemment dans la presse qui montrent qu'un nombre insignificatif des partis politiques mettent en avant leurs programmes via des systèmes d'IA, et un nombre significatif d'électeurs consultent les programmes. On parle déjà de plus d'un tiers pour les dernières élections, et le nombre va aller en augmentant, consultent les programmes à travers un système d'IA. Donc il y a réellement une vulnérabilité grande, et il faut qu'il y ait des systèmes de régulation. Et il y en a un, j'en parlerai. Ensuite, il y a toute une branche de vulnérabilité qui est la vulnérabilité à des attaques. Les cyberattaques, c'est largement connu. Et aujourd'hui, elles sont facilitées par l'IA, parce que le fait de pouvoir donner, en contournant un certain nombre de garde-fous dans le système d'IA, de lui demander de concevoir un logiciel qui permette de faire une attaque massive sur un hôpital ou sur une école ou sur une infrastructure quelconque, est quelque chose qui est facilité par l'IA. Il y a un souci important, ce sont les attaques biochimiques, les attaques biologiques et chimiques. Il faut avoir en tête qu'un synthétiseur d'ARN et d'ADN coûte aujourd'hui le prix d'une voiture d'occasion. C'est vraiment à la portée d'une bourse modeste. Et qu'un système d'IA qui permettrait de synthétiser un pathogène sous forme virale ou bactérienne est quelque chose qui peut être effrayant et qui peut avoir des dégâts considérables. Ce n'est pas les dégâts que peut faire un fou en prenant une arme à feu ou une arme blanche. C'est autre chose. Il faut absolument s'assurer que ce risque n'ait pas lieu, que des systèmes de ce type ne puissent pas donner lieu à un usage malveillant par un fou, par n'importe quel groupe. Ce qui peut m'amener au troisième type de risque. On a parlé des dysfonctionnements, des vulnérabilités. Le troisième type de risque est lié à ce qu'on appelle des risques systémiques sur la société, sur l'humain. Sur la société, le plus évident qui vient à l'esprit, c'est l'emploi. Lorsqu'on a des machines qui ont de telles compétences cognitives et bientôt physiques, eh bien, ma valeur ajoutée dans la société à travers ce que je sais faire, ce que j'ai appris à faire, ce qu'on va m'apprendre à faire à l'école, etc., elle est remise en cause étant donné cet usage. Bon marché, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Très bon marché, bien meilleur marché que celui d'un spécialiste. Embaucher un jeune programmeur par rapport aux possibilités de programmation de la machine aujourd'hui est remis en cause. Et ça, c'est vrai pour beaucoup d'emplois. Ce sont des ressources qui consomment aujourd'hui énormément d'énergie et donc qui ont un impact sur le réchauffement climatique substantiel. On a dépassé les 5% en termes d'impact sur les gaz à effet de serre et sur le réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. Lorsqu'on interroge une IA, il faut se dire quel va être l'impact de mon interrogation. Chaque interrogation élémentaire ne coûte que peut-être 1 kilo ou quelques kilos de CO2. Mais il faut avoir en tête que nous sommes plusieurs centaines de millions par jour à interroger ces systèmes. Oui, c'est comme toute informatique. Il y a du CO2 derrière. Absolument, oui. Absolument. Mais bon, c'est accéléré étant donné qu'aujourd'hui, on a des systèmes que l'on peut interroger en langage naturel et qui font énormément de choses, qui sont très polyvalents et potentiellement peuvent assurer n'importe quelle fonction. Pour ma santé, pour mes vacances, pour des conseils juridiques, etc. Donc je vais les utiliser à tour de bras. Le troisième type de risque systémique, il est autour de l'économie et de la finance, qui se trouve complètement chamboulée. Déjà, la finance est très largement, utilise très largement les transactions à haute fréquence, les transactions par ordinateur, et aujourd'hui commencent à apparaître des systèmes de finance autonomes qui sont capables de gérer un portefeuille, de mener des transactions, d'acheter, de vendre et d'optimiser ce portefeuille. Il en existe une demi-douzaine de ces finances. Certains d'ailleurs ont donné lieu à des accidents notables qui ont coûté plusieurs centaines de millions de dollars du fait d'erreurs et du fait de déploiements trop précoces. L'inquiétude par rapport aux transactions financières pilotées par l'IA est vraiment substantielle parce que l'IA peut inventer de nouvelles modalités financières telles que les découpages qui ont donné lieu à la crise de 2008 qui peuvent nous amener dans ces situations absolument inconnues, que l'on n'a pas anticipées. Deux autres risques systémiques me paraissent importants dans ce chapitre des risques par rapport à des éléments de structure sociale et de cohésion sociale qui sont considérables. Sur les droits, en particulier les droits et les libertés. Les droits d'auteur sont largement menacés, posent un certain nombre de problèmes. Un autre sujet qui m'importe beaucoup, c'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on va enseigner demain ? Quels sont les éléments importants par rapport au fait que les compétences techniques
sont largement assurés ou sont accessibles à portée de clic. Que faut-il enseigner pour que la personne, le jeune d'aujourd'hui, que l'on forme, l'enfant, qui va devenir un jeune, qui va devenir un adulte, soit quelqu'un de responsable et d'autonome, aussi bien sur le plan comme citoyen que sur le plan professionnel. Que faut-il enseigner? Bien sûr qu'il faut dominer cette machine et ne pas se laisser dominer par elle. Mais ça, c'est un grand questionnement. Et le dernier point que je voudrais évoquer, des risques systémiques, c'est les risques géopolitiques. Aujourd'hui, l'IA joue un rôle important sur le plan des rapports de force géopolitiques entre les nations. On voit que l'administration américaine, aujourd'hui de Trump, met en place une stratégie extrêmement violente, pas que sur ce point, mais sur ce point en particulier. Il parle de la Silicon Pax, qui essaye d'avoir une vision horizontale depuis les mines qu'il faut déployer jusqu'aux logiciels les plus élaborés d'IA, sur lesquels ils sont propriétaires et sur lesquels ils gardent de tout. Ils ont mobilisé des ressources considérables. On parle de centaines de milliards d'investissements sur ceci et essayent de bâtir des alliances face au reste de la planète. Il n'y a pas que les Américains. Poutine a dit que la maîtrise de l'IA était vitale et que celui de maîtriser l'IA maîtriser la planète, etc. Ce qu'il faut voir et qu'on ne mesure pas assez, c'est que l'IA, d'une certaine façon, change les règles du jeu dans la guerre. On le voit à travers les drones, mais on ne le voit pas suffisamment à travers les drones, parce qu'ils continuent d'être pilotés par des humains. Mais ils changent les jeux de la guerre. Dans quelle façon? Eh bien, le rapport entre le coût de l'agression et le coût de la défense a toujours été dans l'histoire un élément de stabilisation tant que les deux coûts étaient à peu près comparables. Quand le coût de l'agression devenait beaucoup plus faible que le coût de la défense, eh bien, il y a eu un regain de guerre parce que c'était plus facile d'aller attaquer l'autre que de se défendre vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, c'est à ce à quoi on assiste. Le coût de l'agression, pour certains qui ont la technologie, est beaucoup moins cher que le coût de la défense. Et il est beaucoup moins cher sur le plan humain, de façon évidente. Si je suis tranquille dans mon fauteuil et que j'envoie des missiles qui sont pilotés par des IA, c'est pas la même chose que si je suis face aux bombes avec des humains qui manipulent des armes portées à la main. Et le coût est devenu aussi beaucoup plus faible pour l'attaque que pour la défense, si on maîtrise la technologie. Donc l'IA est en train de jouer un rôle géopolitique qui transforme la donne, et l'on voit que le mépris des règles de droit va ensemble avec ces transformations de la géopolitique. Je ne suis pas vraiment un analyste de ces questions, mais c'est des questions que je perçois et qui me semblent inquiétantes. Eh bien, c'est vrai que c'est inquiétant, et je crois qu'il y a des méthodes maintenant pour essayer de canaliser ces problèmes, et je crois qu'on va en parler la semaine prochaine avec ce qu'on appelle l'alignement de l'intelligence artificielle. Donc tu vas nous raconter quand même quelque chose qui va être moins angoissant, parce que là on a vu tous les problèmes. Maintenant on va voir comment on peut essayer, peut-être pas de les résoudre, mais au moins d'avancer. Donc à la semaine prochaine, Malik. À la semaine prochaine, Sylvie.